va commencer. Donc, bonjour Camille, Bonjour Justine. bienvenue sur la chaîne et donc je te propose dans un premier temps de nous parler de ce que tu fais parce que tu as quatre cordes à ton arc qui sont particulièrement intéressantes. Oui, alors ma démarche d'origine, c'est vraiment d'accompagner les gens à se reprendre en main, à se rendre responsables de leur vie pour pouvoir lui donner plus de sens, aller vers une vie qui corresponde plus à leurs valeurs et leurs aspirations. Et dans cette démarche-là, j'ai une boîte à outils en fait pour permettre aux gens, selon leurs besoins spécifiques, de se remettre en selle. Mon premier outil, c'est l'Ayurveda, que je pratique vraiment dans une optique d'hygiène de vie et de préservation de la santé, voilà, et de préservation de la santé et surtout de son énergie aussi. Après, j'ai un accompagnement coaching qui va être vraiment axé vers quelle carte je vais utiliser dans ma vie pour aller vers quelque chose qui m'apporte plus de joie, quelque chose que j'estime valoir la peine d'être vécu. Ensuite, j'ai des ateliers autour de la voix, puisque donc dans une autre vie, je suis chanteuse lyrique, et donc j'ai imaginé des ateliers pour les gens en fait qui me disaient mais c'est génial, tu chantes, mais moi j'aimerais pas, et je chante mal, je chante faux, j'ai une voix qui est moche, et puis en fait toutes ces choses-là sont souvent fausses, et c'est souvent des croyances qu'on a sur soi. Donc voilà, j'ai créé ces ateliers pour permettre aux gens d'oser en fait, et donc de s'approprier leur voix et de se découvrir au travers de celle-ci. Et le dernier aspect, le plus récent, c'est que je suis officiante de cérémonie laïque. Voilà, donc le but, c'est vraiment de construire des cérémonies à l'image des protagonistes, donc que ce soit les unions, les baptêmes, les funérailles, pour ce qui est cérémonie officielle, mais aussi créer, on va dire, des rituels de passage pour des transitions qui peuvent ne pas être évidentes, que certaines personnes vont vivre très bien et puis d'autres beaucoup moins. Donc ça peut être des départs à la retraite, ça peut être un changement de dizaine qui va mal résonner pour nous, par exemple. Ça peut être aussi des passages au féminin, que ce soit les premières règles, la ménopause. Enfin, voilà, donc des passages qu'on a besoin en fait de marquer pour pouvoir aller de l'avant. Donc, toutes ces activités finalement sont dans une optique d'accompagnement pour continuer à avancer vers quelque chose qui fait sens pour nous. Ok, ouais, donc vraiment, il y a l'Ayurveda qui va être de l'ordre de l'hygiène de vie globale, le coaching qui va être d'aller plus vers ses valeurs, poser les cartes de sa vie. Il y a Mm. après l'accompagnement à travers la voix, Ouais, et après, il y a l'accompagnement au changement, aux transitions. c'est ça. Ok, on aborde quoi aujourd'hui en particulier? Alors, je sais pas, peut-être on peut parler de la voix, tiens. Ça marche. Alors, raconte-moi d'abord un peu ta carrière en tant que chanteuse lyrique. Alors, donc, ma première vie, c'est que je suis musicienne classique, voilà. Je le mets au présent parce que je sais pas si on cesse d'être musicien un jour, en fait. Euh, donc, j'ai appris l'alto, c'est un gros violon, voilà, pour ceux qui visualisent pas, ça se tient pareil, c'est juste un peu plus grave. Et puis, donc ça, c'est depuis l'enfance, et en tant que jeune adulte, j'ai découvert le chant lyrique. Et bon, j'ai toujours adoré chanter, j'ai toujours eu envie de m'y mettre, et puis quand j'ai eu l'espace dans ma vie, ben, je me suis lancée. Et du coup, j'ai énormément cherché, je pense comme la plupart des chanteurs, chercher quoi faire avec ma voix, comment, chercher aussi ce qui me bloquait psychologiquement, parce que ben, la voix qu'on a, elle peut dire des choses de nous. Par exemple, moi, j'avais une voix très grave, en fait, assez peu courante d'ailleurs, comme voix de femme chez les chanteurs. Et bah, en fait, qu'est-ce que ça disait de moi sur mon rapport aussi à la féminité, etc. Je prends ça comme exemple, mais voilà, tout ça pour dire que la voix peut vraiment donner énormément d'éléments sur la manière dont on se perçoit et dont aussi les autres nous perçoivent. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser et avoir vraiment envie d'accompagner les gens à la découverte d'eux-mêmes, je me suis dit que la voix était vraiment, enfin, l'outil parfait pour ça parce que il dit tellement de nous, de comment on se présente au monde, de nos émotions. On sait bien que quand on est débordé d'émotions, que ce soit positive ou négative, ça s'entend dans nos voix. Euh, et voilà, en fait, j'ai eu vraiment envie
d'amener les gens à s'approprier cet outil formidable de compréhension personnelle et de sortir un peu des sentiers battus, parce que, pour revenir à ce que je disais sur la voix au départ, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui sont mal à l'aise avec leur voix, qui ont envie, mais qui se disent qu'ils vont être jugés, en fait, qui s'auto-jugent d'ailleurs énormément. Euh, pour revenir à ça, en fait, c'est vrai que du coup, on la contraint, notre voix. On la contraint énormément, surtout quand on essaie de chanter, on pense que, elle doit sonner comme ça. Déjà, l'image qu'on en a, la manière dont on l'entend avec notre oreille interne, a souvent peu de choses à voir avec ce que les autres perçoivent. Ouais. D'ailleurs, bon, je pense que ça parle à tout le monde quand je dis que si on entend sa voix sur un répondeur, par exemple, on se dit, ah là, mais c'est pas moi, mais mon Dieu, c'est pas du tout l'image qu'on s'en fait. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que voilà, quand on va chanter, il faut que ça sonne beau, il faut que ça sonne comme ça. Qu'est-ce qu'on imagine de soi? Est-ce qu'on va avoir une voix plutôt éthérée, un peu angélique? Est-ce qu'au contraire, on doit avoir une voix qui a de l'assurance? Est-ce qu'on se rêve comme, je sais pas, une chanteuse de soul ou un jazzman? Enfin voilà. Et en fait, on va beaucoup la contraindre. Ce qui est un peu dommage parce que, elle a une palette énorme, quelle que soit la voix qu'on a. En fait, on a des possibilités assez incroyables avec. Et, et en fait, ben, on va souvent s'empêcher d'aller les explorer et donc du coup rester coincé dans une image à la fois qu'on s'en fait et à la fois qu'on va renvoyer. Voilà. Et du coup, moi, c'est vrai que je me sers de tout un tas d'exercices, que ce soit des exercices de souffle, bien évidemment, inspirés par exemple de méditation ou de yoga que je pratique depuis une vingtaine d'années, ou de beaucoup de pratiques comme ça qui ont travaillé le souffle. Des exercices de posture aussi, pour délier le corps, parce que la voix qui vient se poser sur le souffle, il vient s'inscrire dans le corps. Donc, si on respire de manière superficielle, la voix va pas aller très loin. Euh, voilà, donc déjà aller chercher comme ça une approche très physique de la voix. Et sur cette approche-là, qui va être du coup très sensorielle, très sensitive, et pas du tout. Enfin, je cherche vraiment à développer le sens du toucher au sens large, enfin, en tout cas la kinesthésie plutôt que l'ouïe. Et ben du coup, on va avoir un autre accès à notre voix. Voilà. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exercice, par exemple, qui t'a, toi, changé ou qui t'a vraiment aidé ou qui t'a fait t'émerveiller, euh, voilà, pour que les gens essaient? Oui. Alors, celui que j'aime beaucoup faire parce que ça couvre un peu toute la palette, c'est par exemple sur un haut. J'aime bien le haut pour cet exercice-là. Partir le plus grave possible de sa voix et puis monter le plus haut qu'on peut et redescendre. Donc comme une sirène en fait, tu sais les sirènes d'incendie et tout ça, sur une expiration. Et en fait, ça nous permet d'aller voir ben, déjà d'où on part, jusqu'où on va, à un instant T, parce que bien évidemment que ça évolue aussi en fonction de la fatigue, de si la voix a été chauffée ou pas, de notre état émotionnel. Et puis, il y a des moments parfois on va traverser des passages quand on monte ou quand on descend où il peut y avoir des petits décrochages. Du coup, on n'ose pas y aller. Et voilà, donc déjà, ça peut donner une piste, voilà, pour un peu entendre ce que dit notre voix. Ah oui, ah, c'est intéressant. C'est intéressant parce que j'imagine qu'au moment où ça décroche, ça veut dire qu'il se passe quelque chose, soit physiquement, soit émotionnellement. Enfin, Alors, une oui, interprétation. oui, non mais exactement. En fait, effectivement, c'est physique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un moment où on passe de la voix de poitrine, donc celle qu'on va sentir résonner quand on met les mains ici et là sur le sternum, à la voix de tête. Et en fait, bon, il se passe quelque chose dans le corps, on va pas s'étaler là-dessus. Mais du coup, ce passage, quand on ne le travaille pas, en fait, il n'est pas fluide du tout. Alors, chez certaines personnes, il l'est beaucoup plus que chez d'autres. Mais du coup, on va vraiment entendre ça. Et en fait, il faut oser passer. Et c'est là que l'émotionnel rentre en compte. Parce que, ben oui, la voix, on sent qu'on est en train de forcer, forcer, puis à un moment donné, ça monte plus. Et il faut finalement lâcher prise pour lui permettre de passer en voix de tête et de monter plus loin. Et là, bah, ça peut générer effectivement de l'angoisse, de oh là là, à quoi ça va, comment ça va sonner, qu'est-ce qu'on va penser de moi. Voilà.
D'accord. Ah, c'est intéressant. Et ces accompagnements sur la voix, est-ce que tu les fais en individuel? Est-ce que tu les fais en groupe? Comment ça se passe? Alors, je ne fais, enfin, je fais uniquement des accompagnements en groupe parce que l'énergie du groupe est hyper importante, je trouve, parce que tout le monde est à égalité. C'est-à-dire que finalement, quand on n'ose vraiment pas et qu'on est face à, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, peut-être un coach vocal ou un professeur de chant, si vraiment on n'a jamais osé chanter, enfin, le jugement peut vraiment, vraiment être très handicapant. Et l'avantage du groupe, c'est que, ben, enfin, en tout cas, quand il y a des petits nouveaux, bah, finalement, tout le monde est logé à la même enseigne. Après, au fur et à mesure, bon, bah, forcément, les gens prennent confiance, s'affirment et se détendent et ça se passe mieux. Mais tout le monde est logé à la même enseigne au départ, en tout cas. Et du coup, bah, il y a moins de jugement, enfin, il y a plus de bienveillance parce que chacun ou chacune sait ce que les autres traversent. Et ensuite, je fais beaucoup, beaucoup d'exercices, tout le monde en même temps. Je fais assez peu, sauf quand les gens commencent à être à l'aise de choses un par un, parce que bah, quand on fait avec les autres, on est couvert. Donc, on peut plus expérimenter. Et moi, ça me permet aussi de leur demander d'oser pour couvrir les compagnons de galère, si je puis dire. Et donc, du coup, ils se sentent un peu solidaires et obligés d'y aller. Et voilà, et donc ça génère en fait une belle énergie et beaucoup de bienveillance. Voilà. Et puis surtout, ça permet aussi, du coup, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai énormément d'exercices interactifs. Et, ouais, et donc ça permet aussi bah, voilà, d'utiliser cet aspect-là qui vient encore travailler autre chose, à savoir, OK, je viens un peu d'explorer ma voix, de voir comment je peux m'en servir un peu différemment, ce qu'elle raconte de moi. Maintenant, comment je m'en sers pour être au monde, pour échanger avec l'autre, pour me faire entendre. Et du coup aussi, comment je vais l'écouter, comment je vais accueillir ce que lui me propose. Voilà. Donc le groupe, pour moi, est très important. Et dans ces exercices interactifs, c'est plutôt deux par deux ou ça se manifeste ou oui, ça se manifeste comment? Ou plutôt Alors, ça se concrétise comment? Voilà. oui, bah, en fait, c'est effectivement souvent deux par deux. D'accord. Euh, Par exemple, ça peut être... alors, je me sers beaucoup de l'autre comme point de repère. Par exemple, si on reprend les exercices de souffle, on va essayer de sentir ce qui se passe, où le corps bouge, où la cage thoracique se détend, s'élargit. Donc, on peut faire des exercices en posant les mains pour voir ce qui se passe chez l'autre et du coup, comment ça résonne chez nous, est-ce que c'est vraiment différent, etc. Ça peut être aussi des exercices d'écoute ou des jeux de miroir. Ça, j'aime beaucoup. Par exemple, dire, OK, bah, on va essayer d'aller faire un peu ce qui nous vient avec notre voix, peut-être comme si c'était une conversation sans mots, par exemple. Ouais. Et puis l'autre peut s'amuser à reproduire. Et donc, on va essayer un peu bah, d'aller challenger l'autre. Bah, regarde, moi, je fais ça. Et puis, bah, vas-y, essaye d'imiter. Et puis, on échange. Voilà, donc c'est beaucoup de par deux. D'accord. Après, l'énergie du groupe, je m'en sers pas mal. Par exemple, un autre exercice, ben, voilà, s'il y en a qui ont envie de tester à plusieurs, c'est de choisir une voyelle et de choisir une note, une hauteur de note, n'importe laquelle, et d'expirer, de faire ce son toute la durée de l'expiration. Donc, d'avoir une note tenue, toujours la même, sur toujours la même voyelle. D'accord. Et moi, j'aime beaucoup faire déambuler les gens quand ils font ça. Et à l'expiration d'après, changer de voyelle et changer de note. Et en fait, ça crée un espèce d'univers sonore. En fait, on peut aussi, on fait énormément travailler les oreilles, dire bah, finalement comment les voix se mêlent les unes aux autres. Quand je passe à côté de quelqu'un qui fait tel son, par exemple un truc suraigu, puis moi je suis en train d'essayer d'être dans le grave, voilà, parfois on fait deux sons presque similaires et puis ça frotte et donc voilà, ça, je me sers du groupe pour ça. Mm. D'accord. Ah, c'est intéressant. Il y a à la fois de l'impro vocale dans l'exercice précédent et là, ça fait un bain sonore. Ça Oui. doit être assez étonnant. J'ai jamais essayé, mais ça me donne envie. Ok. Et, et quels peuvent être les retours des participants au bout de 6 mois, un an? Euh, je donne des durées au hasard, évidemment, mais qu'est-ce qui ressort? Alors, ce qui ressort déjà dès la première séance, en fait, c'est
un grand bien-être, beaucoup de joie souvent. Enfin, c'est le retour qu'on me fait, en tout cas quand on me fait des retours. Voilà, les gens sont bien parce que c'est vrai que ben, de chanter, ça met bien en fait. Et quand on ose y aller, ben, voilà, ça fait toujours du bien, quoi. Donc ça, et puis avec le temps, les gens qui viennent depuis le début ou presque, au fil des mois, ben, j'ai l'impression que ma voix est plus sonore, que j'ai plus de facilité en fait à me faire entendre. Ça, c'est des retours par exemple de personnes qui ont des petites voix et qui ont du mal à la poser, et voilà, qui du coup sont plus à l'aise. Des gens qui osent plus aussi, par exemple, chanter dans des cadres publics. Oui, Je prends l'exemple d'une personne dont c'était le rêve absolu de chanter et puis qui n'osait pas, en fait. Enfin, cette personne-là, vraiment, elle voulait, enfin, c'était vraiment un des rêves de sa vie. Et puis c'était impossible même de sortir un son. Et d'accord. puis petit à petit, c'est devenu vraiment une personne moteur dans les ateliers, à entraîner les nouveaux, à dire, mais ok, tu vas voir, ça va bien se passer. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a fini par oser passer une audition pour rentrer dans un chœur et qui donc maintenant chante dans un chœur, qui prend des cours de chant. Enfin voilà, c'est donc un super chemin. Et bon, ça c'est peut-être le plus marquant, mais il y en a eu d'autres qui ressemblent à ça, des gens qui voulaient chanter en karaoké mais qui osaient jamais. C'était genre les seuls de leur groupe à pas y aller. Et puis en fait, ils ont pris confiance. Voilà, donc c'est vraiment comme un premier pas dans cet univers-là. D'accord. Voilà. Ah, c'est intéressant. Mhm. Est-ce que tu veux ajouter autre chose sur cette thématique-là? Euh, il y a quelque chose dont j'ai pas du tout parlé, mais c'est qu'en fait, je l'ai fait aussi beaucoup chanter. Et j'utilise pour ça alors, musique traditionnelle polyphonique un peu du monde entier. Parce que bon, c'est un répertoire qui me parle énormément. Je trouve que euh, ouais, en fait, c'est à la fois riche, varié, c'est beau, ça parle direct au. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, j'ai envie de dire, ça touche l'âme, mais il y a quelque chose comme ça de très accessible, je trouve, en général, dans les musiques traditionnelles. Et, euh, et surtout, en fait, c'est souvent des polyphonies, donc des chants à plusieurs voix assez faciles, en fait, à intégrer. Donc, je m'en sers énormément. Et finalement, je me retrouve à faire chanter des gens qui n'ont jamais chanté, à plusieurs voix, en fait. Euh, et c'est assez incroyable. Même eux, souvent, ils n'en reviennent pas. Et ça, c'est chouette. C'est un beau cadeau. Et aussi pour moi, en fait, parce qu'ils sont à fond, ils s'impliquent énormément. Et le fait est que ça marche, quoi. Alors qu'au début, c'était un peu un pari pour moi de proposer des chants comme ça, des chants polyphoniques. Et le résultat est assez chouette. Voilà. J'imagine. Et en plus, j'imagine qu'ils n'ont pas les références au départ, donc ils n'ont pas de moyen de comparaison, alors que si je prends un chanteur connu avec une chanson très connue, on va se dire, ah oui, mais ça devrait sonner comme ça, Oui. ou je devrais connaître la chanson, alors que du coup, en ayant des musiques du monde entier, on n'a pas forcément ces points de référence. Ben, c'est ça, exactement. Et il y a pas de comparaison. Et puis en plus, euh, je fais un peu exprès de prendre des chants dans des langues improbables. Et du coup, on a dû faire un gospel une fois. Donc voilà, mais sinon, il y a un peu des langues enfin, qui sont rarement parlées, quoi, par chez nous en tout cas. Et, euh, et du coup, bah, en fait, ça les oblige un peu à débrancher le cerveau. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire marcher enfin, la phonétique et puis d'oser se planter, en fait, d'oser y aller. Donc, on n'apprend pas. Le but du jeu, c'est pas que le texte soit nickel, c'est pas que tout soit parfait. C'est vraiment d'y aller, on répète, on chante. C'est souvent des chants assez simples qu'on peut répéter. Et puis, en fait, ils se laissent embarquer par la musique et finalement, c'est leurs oreilles qui les guident. Mm. Voilà. Plus que la tête et le cerveau qui analysent, il faut dire ça à tel moment, ça monte, ça descend. Voilà, Mm. justement, c'est exactement ce que je veux éviter et je crois que ça marche assez bien. Ok, ça marche. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Voilà, avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous parler maintenant hein, de ton rôle d'officiante de cérémonie Oui. laïque? Et notamment, ma première question, c'est comment tu y es arrivée? Je vais m'arrêter là, sinon je vais te donner quatre questions en même temps. Donc déjà, quel a été ton cheminement pour arriver jusqu'à à devenir officiante? Alors, c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais faire un jour dans ma vie.
Surtout que dans ma vie de musicienne, j'ai énormément joué pour des mariages, justement comme ça, laïques. Et je sais pas, vu de l'extérieur, ça me parlait pas. Donc, un peu improbable, je me retrouve, je me retrouve en fait à écrire une cérémonie de mariage pour des amis qui me l'ont demandé, qui ne voulaient pas faire de mariage religieux, mais trouvaient que la mairie, ça leur suffisait pas. Donc, donc voilà, je me suis retrouvée à leur écrire cette cérémonie. Je me suis dit, allez, on va se lancer, pourquoi pas. Manque de bol, donc j'ai tout écrit. Et puis, c'est pas moi du tout qui ai officié, puisque j'étais au fond de mon lit avec 42 fièvres et le Covid. Donc, mais en fait, je pense que c'est ça qui a lancé le truc, parce que ça a été une grande frustration. Parce que du coup, j'ai tout construit dans ma tête, on a tout construit ensemble. Je les ai énormément questionnés sur leur vision du couple, leur vision de l'amour, pour essayer d'écrire quelque chose qui leur convenait. Et voilà, on avait mis beaucoup de musique enfin, dans la cérémonie, imaginé des rituels et tout. Enfin, j'ai vraiment fait un peu au feeling avec une non-connaissance totale du domaine. Et puis, le fait de ne pas pouvoir le faire, je crois que ça a été une grosse, grosse déception. Donc, heureusement, le témoin du mari a pris le relais. Donc, je lui ai donné mon texte et voilà, ils n'ont pas eu besoin de moi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, j'ai envie de me former à ça. Et donc, bien évidemment, on pense souvent, en tout cas dans le domaine de la cérémonie laïque, on pense aux unions. Euh, mais j'ai repensé aussi à finalement tous ces enterrements, toutes ces funérailles en fait, auxquelles j'ai assisté et les cérémonies, en tout cas dans les funérariums, dans les crématoriums, enfin non religieuses, où euh, je trouvais que c'était souvent impersonnel en fait et que ça rendait pas hommage aux personnes que j'avais connues. Et je me disais, bah oui, il y a quelque chose à faire ici aussi parce qu'en fait, bien évidemment qu'on peut ritualiser euh, à notre manière le départ d'un proche, qu'on peut lui rendre un hommage qui lui ressemble réellement et qui, du coup, nous ressemble aussi. Et sortir de là en se disant, ben voilà, en fait, on a vraiment marqué son départ de la plus belle des façons. Voilà, donc, et puis après, bah, bien évidemment, enfin, c'était un peu une évidence pour moi que toutes ces étapes de vie, elles avaient besoin d'être célébrées dignement. Ouais. Donc, les baptêmes aussi. Pour moi, l'accueil d'un enfant, parce que je me suis dit, bah, maintenant que de moins en moins de personnes vont vers les baptêmes religieux, j'ai l'impression que le baptême, je ne sais plus comment on appelle ça, républicain, je crois, proposé par les mairies, ben, j'ai pas l'impression que ça attire tant de monde que ça. Et comment, en fait, on présente son enfant à notre communauté, comment, comment on le fait rencontrer nos proches. Et puis finalement, bah, c'est un peu le présenter à notre communauté, c'est un peu le présenter au monde et dire, bah voilà, il est là, on l'accueille totalement, pleinement et on lui donne sa place pour grandir et évoluer. Et donc ça, c'était la partie cérémonie officielle. Et vu que je suis vraiment dans une démarche d'accompagnement dans tout ce que je fais, bah, c'était évident pour moi que, il y a énormément de transitions de vie qui ne sont plus du tout ritualisées et, euh, et que ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on les ritualise à notre manière. Je pense, là, je prends l'exemple qui me vient. Bon, bah, on passe le bac. En général, après, on fait la grosse fête avec les copains. Voilà, ça, ça peut partir dans tous les sens. Donc, on ritualise à notre manière. Mais est-ce qu'on le fait systématiquement? Est-ce qu'on le fait pour tout ce qui est important pour nous? Est-ce que, en même temps que je parle, là, je pense par exemple à la ménopause, parce qu'on peut faire tout un tas de rituels au féminin, ça paraît assez évident. Bah, par exemple, la ménopause, là, la question se pose plutôt de est-ce que c'est pas quelque chose qu'on cache? Euh, Moi, j'ai fait partie pendant longtemps d'un cercle de femmes, et puis bah, les femmes qui étaient ménopausées ou en tout cas en cours de ménopause, c'était vraiment, bah, je veux pas qu'on voit que j'ai des bouffées de chaleur, je veux pas qu'on voit tous ces symptômes et que du coup, on me mette dans une case en fait, une case qui est dévalorisée par, en tout cas, la société au sens large, bien évidemment, heureusement que pas par tout le monde, mais il y a une image négative qui se dégage en tout cas de ce passage, alors que ça peut être un très beau passage. Euh, Ça peut être, pour certaines femmes, le vivent comme une délivrance d'ailleurs, mais ça peut être aussi un passage vers l'état de grand-mère, qui est un état de transmission.
de transmission de la sagesse, de l'expérience qu'on a acquise tout au long de notre vie. Alors, on n'est pas obligé d'avoir des petits-enfants pour avoir le statut de grand-mère, en fait, mais c'est juste cette envie de faire passer des choses qui nous ont paru essentielles pour nous, qu'on s'est appropriées, qui nous ont peut-être manqué, tu vois, des transmissions qu'on n'a pas forcément eues. Et donc, en fait, ça peut être un très beau moment de vie, si tant est qu'on se l'approprie. Voilà, donc pour les exemples de transitions un peu plus cachées. Mais après, ça peut être des choses que certaines personnes vont très bien vivre et d'autres mal. Par exemple, un départ à la retraite. Euh, voilà, c'est vraiment des changements de vie comme ça qu'on peut avoir du mal à appréhender. Donc, bien évidemment, moi, je m'adresse plutôt aux gens qui ont du mal à... Enfin, chez qui ça coince. Oui, Parce que quand on vit les choses de manière évidente, on n'a peut-être pas besoin de chercher à les ritualiser. Euh, voilà, et du coup, pour terminer sur un peu les domaines que je peux aborder, je me suis notamment formée au deuil au sens large. Ben, déjà parce que je voulais accompagner des funérailles, mais aussi parce qu'il y a tout un tas de dont on ne parle pas. Déjà, il y a les deuils personnels, tout, j'allais dire, basiques, mais qui ne le sont pas, mais qu'on va tous vivre à un moment donné, le deuil d'une relation amoureuse, le deuil d'une période de vie, etc. Mais il y a aussi des deuils qui sont cachés. Je pense à la périnatalité, tout ce qui est deuil périnatal. Voilà, c'est souvent des choses qu'on vit un peu à huis clos, entre proches, et beaucoup de personnes, en fait, euh, bah, par exemple, sont obligées de retourner travailler ou enfin se retrouvent en fait à devoir faire bonne figure alors que c'est juste le cataclysme intérieur. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi un autre type de deuil, c'est par exemple un proche qui est atteint d'une pathologie et qu'on ne reconnaît plus, une pathologie dégénérative. Ben, en fait, c'est un deuil qu'on fait un peu. C'est un premier deuil, en fait, avant le décès à proprement parler. Voilà. Il y a aussi le deuil animalier, qui est un deuil qui est très souvent complètement refoulé parce qu'on a tendance à considérer que bah, l'animal, ce n'est qu'un animal. Mais en fait, beaucoup de gens nouent des relations très fortes avec leurs animaux. Je pense par exemple aux enfants qui ont grandi avec des animaux et puis bah, en fait, qui représentent énormément pour eux. Et puis ils se retrouvent à vivre souvent leur premier deuil par le biais du deuil animalier. Je pense aussi aux personnes seules qui s'attachent énormément à leur animal. Et puis en fait, la plupart des gens qui ont un animal, le fait est qu'ils s'y attachent énormément et que quand l'animal part, c'est très douloureux. Et en fait, ils n'assument pas cette douleur et du coup, ils s'empêchent de faire le processus de deuil. Et donc, faire une cérémonie ou un rituel autour de ce deuil-là permet de se dire, ben, OK, en fait, c'est acté et je peux commencer mon travail de deuil et avancer sur ma douleur, en fait. Voilà. et c'est intéressant. C'est vrai que sur le processus animalier, il y a peut-être la personne qui ne reconnaît pas la douleur, mais il y a aussi la société parce que autant quand on perd un parent, un proche, on peut concevoir la douleur que ça représente, mais parfois la perte d'un animal vu par les autres ne semble pas forcément très importante. Pas toujours, du moins. Alors qu'elle peut être, alors que l'animal est, je vais faire une généralisation, mais peut être considéré comme un membre de la famille à part entière. Complètement. Donc, Complètement. oui, c'est vrai que j'avais pas pensé, au deuil animalier, j'y pense pas tous les jours. J'en ai eu en consultation, mais j'y pense pas tous les jours. Ouais. Ouais. Et, euh, et j'avais pensé aussi quelque chose, parce que tu parles de la femme et que c'est revenu plusieurs fois dans ce que tu as dit, mais je pense à l'arrivée des règles chez Oui. la jeune fille. Oui. C'est quelque chose qui n'est, en tout cas dans ma famille, qui n'a pas été du tout forcément fêté. Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse le fêter, mais c'est quelque chose dont on m'a parlé, mais qui est passé comme une lettre à la poste, un peu comme du lundi au mardi. Et c'est vrai que la transition n'a pas forcément été actée. Et c'est quelque chose qui, en te parlant, en t'écoutant, qui me semble intéressant. Ouais. Je... Ouais. C'est vrai que ça fait partie, en tout cas, des choses que j'accompagne. Euh, alors voilà, après, il faut qu'il y ait une démarche
là, elle vient souvent des parents, souvent de la mère, en fait. C'est quand même ça, c'est souvent la mère qui est dans une démarche comme ça, un peu ben, de prendre soin de tout ce qui concerne le féminin, en fait. Et qui, du coup, va pouvoir proposer quelque chose à sa fille. Et en fait, effectivement, c'est... alors, tu vois, tu dis, enfin, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui se fête. Ben, en fait, pourquoi pas? Moi, je pense au contraire que ça peut se célébrer parce que c'est un changement d'état. Et puis, en fait, ça devrait être joyeux de devenir une femme. Et bon, malheureusement, on est dans une société où ça peut être quand même très compliqué, mais ça devrait être une joie, en fait, de grandir et puis d'accéder à cet état, en fait, et à tous les possibles que ça ouvre. Et voilà, et d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire des enfants pour profiter de ces possibles, en fait. Mais, euh, mais on a quand même cette possibilité-là, et je pense que on peut, qu'on choisit d'en faire ou pas, bah, on peut l'honorer, quoi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et, hum, et oui, et le fait enfin, tu vois, tu dis c'est quelque chose qu'on a finalement qui n'a pas été vraiment acté pour ma part. Bon, bah, c'est vrai que après on est plus ou moins chanceuse à ce niveau-là. Moi, c'est vrai que pour ça, j'ai vraiment une mère qui a été super, en tout cas. Enfin, j'ai vraiment vécu ça comme quelque chose de très positif, même si ça a été vécu en catimini. Mais en fait, il y a énormément de femmes pour qui, enfin, en tout cas, qui témoignent de quelque chose de honteux, dans le sens où on leur a fait comprendre que, bon, vraiment, là, on va enfin, tout ça, on va le cacher, quoi. Faut pas trop que ça se montre, faut pas trop que ça se sache, et puis potentiellement, c'est quand même un peu sale. Euh, voilà, il y a beaucoup de honte, en fait, autour de ça. Et le ritualiser, ben, ça permet aussi peut-être de partir sur de bonnes bases. Mm. Tout à fait, oui. Ça ouvre une porte dans mon esprit, je ne sais pas exactement laquelle, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je trouve ça très intéressant en tout cas. Et du coup, ça se déroule comment une cérémonie? Tu vas me dire que c'est variable en fonction de la cérémonie. Ça, Oui. Mais est-ce que tu pourrais soit me décrire une cérémonie type, ou alors globalement, toi, comment tu les crées? Enfin, Ouais. euh, Alors, c'est très, effectivement, moi, ce que j'adore, c'est tout ce qui est paramétrable à l'envie et personnalisable plus plus. C'est vraiment très, très important pour moi, ça. Donc, en fait, la manière dont ça se passe avec moi, c'est que, il y a une grande phase d'accompagnement. Euh, Ça dépend du type de cérémonie. Ce qui est plus de l'ordre du rite, du rituel de passage, si on peut appeler ça comme ça, toutes les choses non formelles. Là, il va y avoir une rencontre euh, où on va en fait bah, déjà poser les bases de quelle est la problématique entre guillemets, c'est-à-dire pourquoi il y a besoin en fait d'acter ce passage de manière ritualisée. Euh, du coup, enfin, à partir des enjeux qui sont dégagés, qui se dégagent de ça, en fait, je vais faire plusieurs propositions. Alors oui, effectivement, je peux te donner des exemples. Bah, j'ai pas mal parlé de la ménopause. Et ben, un des aspects de la ménopause, ça peut être aussi de se dire, bah, finalement, j'arrive à un âge où j'ai été tout le temps au service des autres. Alors, ça devrait pas forcément être comme ça, mais il se trouve que dans notre société, pour les femmes, c'est beaucoup comme ça. J'ai été au service, ben, selon les générations, de mon mari, en tout cas de mes enfants. J'ai beaucoup donné à l'extérieur. Et puis, ben, maintenant, je vais un peu... euh, me recentrer. Je trouve que c'est une très belle occasion de le faire, en tout cas pour les femmes qui n'ont jamais eu la possibilité de se remettre au centre de leur vie. Donc ça peut être quelque chose de très cocon qui va pouvoir, par exemple, englober un massage, puisque donc je pratique l'Ayurveda et du coup le massage ayurvédique. Donc je peux proposer un massage. Ça peut être après, en fait, ritualiser finalement, c'est mettre dans la matière et concrétiser à l'aide de symboles des choses qu'on a en nous, des émotions. Ça peut être aussi des pensées qui nous empêchent d'avancer. Voilà, c'est principalement des émotions. Donc, moi, je me sers beaucoup de la nature parce que je trouve que ben, c'est un très bel environnement pour poser des choses en fait et pour se reconnecter à soi. Et donc, en fait, on va, ben, par l'intermédiaire du rituel, enfin d'ailleurs, c'est le propos du rituel, créer un espace-temps, une espèce de bulle déconnectée de nos vies trépidantes et de notre quotidien habituel, où on va poser des intentions au travers de gestes ou de choses qu'on va effectuer.
Voilà, donc on peut créer des objets qui vont représenter certaines choses, on peut enterrer des choses, brûler des choses, détacher des choses, couper, planter, enfin, on va vraiment poser une action. Ça va être très dans le geste, en tout cas, vraiment, dans le faire, voilà. Bien évidemment, prévoir des temps d'introspection. Je reprends du coup mon exemple filé de la ménopause, ben, ça peut inclure, pourquoi pas, ça, je ne l'ai jamais fait, mais en tout cas, ça fait partie de ma boîte à outils. Ben, préparer un repas, en fait, un beau repas de fête. Ça peut être choisir quelques amis qui vont participer à ce rituel et cuisiner ensemble pour cette amie qui vient de vivre cette transition et lui offrir quelque chose, en fait, où elle va être au centre de l'attention, au centre des soins. Voilà. Donc, ça peut ressembler à ça pour les choses non formelles. Après, pour les choses un peu plus formelles, union, funérailles et baptême, là, il va y avoir des rencontres un peu plus développées. Surtout pour les unions, parce qu'on a le temps, souvent les gens s'y prennent longtemps à l'avance. Baptême aussi, mais il y a moins d'enjeux logistiques, on va dire. Voilà. Et bon, les funérailles, forcément, ça se fait toujours un peu de manière un peu accélérée, hein. Donc là, il faut être très disponible, mais il y a quand même, enfin, je trouve ça essentiel d'écouter les gens parler de leurs proches, d'écouter les gens parler de leur vision des choses quand il s'agit, par exemple, d'une union, et les aider aussi à se poser les bonnes questions sur leur vision des choses, pour qu'ils se posent les bonnes questions au sein de leur couple, pour aussi, du coup, amener à choisir la bonne cérémonie, les bons rituels. Un exemple tout bête, le, dans le cadre d'une union, bah, la procession d'entrée, on a très souvent le marié qui arrive au bras de la maman sur une musique, la mariée qui arrive au bras du papa. Voilà, il peut y avoir avant, après les enfants de chœur, les autres parents, les frères et sœurs, etc. Bon, ben en fait, poser les bonnes questions, c'est aussi questionner, mais comment tu vois le couple et est-ce que c'est vraiment ton père qui va t'emmener vers ton nouvel homme ou d'ailleurs ta femme, parce que du coup, bah forcément, les couples homosexuels ont plus recours aux cérémonies laïques, voilà. Euh, Parce que, enfin, étant exclus du religieux, en fait, ça leur permet aussi de donner un sens à leur union et heureusement, quoi, que c'est possible. Donc voilà, en fait, est-ce que tu as vraiment envie que ce soit un parent qui t'emmène vers cette nouvelle personne? Est-ce que tu n'as pas envie d'y aller toi, parce que c'est toi qui choisis d'y aller? Est-ce que c'est vraiment dans le cadre d'un couple hétérosexuel, est-ce que c'est vraiment l'homme qui doit attendre qu'on lui amène sa femme, sa future épouse? Est-ce que, donc c'est re-questionner en fait aussi ces schémas de positionnement au sein de la société et du coup créer l'environnement euh, et les configurations sociales qu'on a envie de se créer symboliquement au travers de cette cérémonie. Voilà, pour poser les jalons de la suite, en fait. Ah oui, c'est intéressant. C'est vrai que j'avais pas vu ça lors des mariages. Je me suis pas mariée, je ne suis pas mariée, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose auquel je n'ai pas réfléchi. Mais dans le mariage traditionnel religieux, c'est le père qui vient amener sa fille, qui, je veux dire, transmet, ça débat, mais qui vraiment amène sa fille au prochain homme avec qui elle va continuer la vie. Et c'est vrai que, ouais, c'est vrai que symboliquement, j'avais j'y avais jamais réfléchi, mais c'est vrai que ça se passait comme ça avant. Ça se passe... Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, pas dans toutes les familles, mais en tout cas, il y a les choses ont commencé à évoluer. Ouais. Et heureusement, parce qu'on en a besoin. Enfin, c'est vrai que cette vision très patriarcale du couple, en fait, elle est quand même à l'origine de beaucoup de désastres. Donc, enfin, en tout cas, selon mon point de vue. Mais bon, enfin, voilà, il y a quand même pas mal d'études qui le prouvent. Donc, il est temps de changer ça et de voir les choses autrement. Et finalement, un couple qui est déjà ensemble depuis des années et puis qui décide de se marier, pourquoi il arriverait pas ensemble, en fait, aussi? Bah oui, bah en fait, on est ensemble, mais on vient là devant vous et en fait, on a envie de partager cet amour avec vous, de vivre ce moment ensemble et d'acter cette chose-là. Par exemple, il y a des enfants qui se marient
il y a des gens qui se marient pour leurs enfants, pardon. Parce que, ils ont envie aussi de célébrer ça avec eux, et ils trouvent ça génial que leurs enfants soient là à leur mariage, alors qu'avant d'avoir des enfants, ils se seraient même pas posé la question de faire une cérémonie, ou de se marier tout court. Donc il y a tous les cas de figure qui sont possibles, mais en tout cas, ça permet de redessiner la manière dont on envisage les choses. Et du coup, je switch par exemple sur les funérailles, où en fait, oui, effectivement, c'est des moments très tristes avec des moments d'émotion très forts, mais, mais en fait, ça peut être aussi joyeux, parce qu'en fait, des funérailles, c'est là pour célébrer la personne qu'on aime et qui vient de nous quitter et qui sera avec nous autrement si on y croit ou plus. Mais en tout cas, quelles que soient nos croyances, on est là pour rendre hommage à ce proche, en fait. Et pourquoi le vivre de manière forcément plombée, alors que on peut par exemple, enfin, faire des choses vraiment à l'image de la personne qui vient de décéder, et ça peut être quelque chose de très joyeux. Si cette personne était joyeuse, si on enterre quelqu'un qui a vraiment aimé sa vie et aimé vivre, bon, ben, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de plombé et plombant, et malgré la tristesse, en fait, on peut apporter de la couleur, en fait, voilà, en souvenir de cette personne. Je Donc, comprends. tout est possible. Voilà. Ouais, ouais, c'est vraiment très intéressant. Et je comprends, et qu'en fonction des cérémonies, l'accompagnement est plus rapide, plus étalé, que tu leur poses des questions et qu'ensemble, en fait, vous le concevez, vous le co-créez et Oui, après tu l'animes. oui, c'est ça, exactement. Très bien. C'est très intéressant. Tu es la première officiante de cérémonie laïque que je rencontre. Ah bah. Bah, écoute, c'est un honneur. Euh, pour aujourd'hui, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que tu as autre chose que tu veux ajouter? Non, j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour, j'ai pas mal parlé. C'était le but. En tout cas, je te remercie. Bah, Et, avec grand plaisir. et puis, on se dit à la prochaine fois, peut-être sur l'Ayurveda et le coaching. Eh ben, avec plaisir. Merci, Justine.